Un juge gronde un pauvre garçon à cause de ses vêtements, puis le garçon révèle le sombre secret du juge. Les lourdes portes à double battant du palais de justice fédéral du centre-ville s'ouvrirent avec un grincement hésitant qui résonna sur les murs de marbre comme un avertissement. On aurait dit que le bâtiment lui-même résistait à accueillir quelqu'un comme Noah Tillman. 16 ans, maigre au point d'être fragile, il se tenait immobile sur le seuil, attirant les regards non seulement des spectateurs, mais aussi des juristes chevronnés qui avaient vu toutes sortes de criminels franchir cette porte. Mais Noah n'avait pas l'air d'un criminel. Il ressemblait à une erreur, un enfant égaré, englouti par une machine bien plus grande que lui. Ses vêtements racontaient une histoire bien avant lui. Le sweatshirt était 2 tailles trop grand, ses poignets rongés et irréguliers, le devant taché de graisse et de pluie. Son jean n'était pas mieux, effiloché aux genoux et taché de terre à force de marcher sur les trottoirs fissurés de la ville. Ses chaussures, toutes deux dépareillées, grinçaient faiblement à chaque pas qu'il faisait vers la table de la défense. Aucun parent ne l'accompagnait. Aucune famille n'occupait les rangées de bancs derrière lui. Noah était seul dans un lieu construit pour briser des gens 2 fois plus âgés que lui. La salle d'audience était construite comme une cathédrale. De hautes fenêtres cintrées laissaient la pâle lumière matinale filtrer sur les sols cirés. Le drapeau américain flottait derrière le banc du juge, immobile et étrangement solennel, comme en signe de deuil. Des luminaires en bronze bourdonnaient faiblement au-dessus de sa tête. Chaque centimètre carré de la salle empestait la richesse et l'autorité. Noah se recroquevilla à l'intérieur, incertain s'il participait à une procédure judiciaire ou à une cérémonie destinée à le faire disparaître. Assis à la table de la défense se trouvait Elijah Sorel, qui adressa un signe de tête discret à Noah en s'asseyant à côté de lui. Elijah avait tout d'un avocat commis d'office surmené. Sa cravate était de travers, son costume froissé par de trop longues nuits et ses yeux injectés de sang à force de lire trop de requêtes que personne ne prendrait jamais au sérieux. Mais il y avait un côté tranchant chez lui, une acuité affinée par des années de combat contre des affaires que d'autres ne voulaient pas aborder. Et malgré la fatigue qui lui collait à la peau comme une seconde peau, sa présence respirait la défiance. Elijah avait acquis la réputation d'aller trop loin. Les juges murmuraient son nom comme un avertissement. Il avait autrefois mené une affaire avec tant d'acharnement, un procès pour lanceur d'alerte concernant les marchés publics de la ville, qu'il s'était attiré les foudres de plusieurs chefs de service et d'au moins un sénateur d'État. Cette affaire avait mystérieusement disparu du rôle. Personne ne pouvait confirmer ce qui s'était passé. Certains disaient qu'Elijah avait été prévenu. D'autres disaient qu'il avait simplement appris à ne plus poser de questions dont les réponses mettaient en danger sa licence. Et pourtant, il était de nouveau là, défendant un mineur dans une affaire si absurde qu'elle aurait dû être classée sans suite. Accusé de falsification d'informations classifiées de l'État et de cybercriminalité, une exagération à tous égards. Elijah avait déjà traité une centaine d'affaires de mineurs, mais jamais une n'avait été traînée devant un tribunal fédéral avec une telle intensité, et certainement jamais une affaire qui ressemblait à un piège prêt à être déclenché. L'équipe du procureur s'est présentée comme une meute de loups. À la barre se trouvait le procureur adjoint Clark Ryerson, grand, posé et impeccablement vêtu, un homme dont l'ambition était aussi transparente que ses boutons de manchette polis. Clark avait une ascension politique inscrite dans ses veines. Ses arguments juridiques relevaient moins de la logique que du spectacle, conçu non pas pour convaincre un juge, mais pour impressionner les personnes concernées qui les observaient depuis leur bureau aux vitres teintées du centre-ville. Clark s'était personnellement intéressé à l'affaire Noah sans que personne ne puisse vraiment expliquer pourquoi. On murmurait que son intervention avait été sollicitée directement par le maire Grant Wexler, un ancien magnat des affaires devenu une figure politique influente. Et quelques jours seulement après l'arrestation de Noah, une vague de pression silencieuse avait déferlé sur le palais de justice. Les juges avaient commencé à refuser des audiences, les avocats de la défense
avait été refoulé par les greffiers et l'accès aux preuves avait été mystérieusement retardé. Le juge Remington Vale présidait le procès, un homme connu autant pour sa grande taille que pour son mépris du désordre. Ancien procureur fédéral lui-même, Vale avait clairement indiqué, au fil de ses années de magistrature, qu'il considérait sa salle d'audience comme un lieu de bienséance absolue et de punition. Même si personne, Noah avait été arrêté 2 semaines plus tôt après qu'un signalement anonyme eût signalé une fuite de données à la mairie. Ce qui n'avait pas été révélé, en revanche, c'était la cause de cette fuite. Noah travaillait à temps partiel comme concierge dans l'immeuble, balayant les couloirs et vidant les poubelles des bureaux administratifs. Le travail n'était pas prestigieux, mais il permettait à sa mère de gagner de l'argent, ou du moins, il l'avait fait, avant son hospitalisation pour des complications qu'aucune assurance ne prenait en charge. Noah continuait de travailler, silencieusement, les écouteurs toujours sur les oreilles, les yeux toujours baissés. Mais une nuit, alors qu'il attendait qu'une machine à polir se recharge, il avait surpris une conversation entre 2 fonctionnaires municipaux près d'une porte de bureau ouverte. Les termes avaient semblé confus au début. Des termes comme migration budgétaire, contrat fantôme et nœud sain. Mais en y repensant plus tard, la curiosité s'était vite transformée en inquiétude. Grâce à un code de connexion qu'il avait lu sur un post-it, Noah avait accédé à plusieurs fichiers chiffrés stockés sur le réseau du bureau. Il n'avait rien tenté de divulguer. Il n'avait pas tenté de faire chanter ou de dénoncer. Il avait simplement copié les fichiers sur une clé USB avec l'intention de demander de l'aide à son conseiller d'orientation. Le lendemain, des policiers l'attendaient devant son appartement. Les accusations furent rapides et étranges. Elijah avait épluché les documents et trouvé peu de preuves concrètes d'intention de nuire. Mais le tribunal poursuivit quand même. Les demandes de non-lieu furent rejetées. Les assignations à comparaître pour obtenir les métadonnées des fichiers furent rejetées. Lorsqu'Elijah demanda le rapport d'audit informatique original qui aurait signalé la violation de Noah, on lui répondit qu'il était scellé en vertu du secret professionnel. Malgré cela, Elijah persista. Et c'est là que les choses commencèrent à basculer. 2 semaines avant le début du procès, Elijah reçut un appel d'un numéro masqué tard dans la nuit. La voix à l'autre bout du fil était calme, presque ennuyée, comme si elle lisait un script. Elle lui disait clairement d'abandonner l'affaire, de ne pas trop se battre. « Vous ne savez pas qui ce garçon menace de dénoncer ?» dit la voix. « Ne faites pas de cette affaire votre dernière, monsieur Sorel. » Elijah n'en parla jamais à Noah. Le gamin avait déjà bien assez à supporter. Mais à partir de ce moment, il commença à soupçonner que ce procès n'était pas une affaire de justice, mais une affaire de répression. Le premier jour du procès, un silence inquiétant régnait dans la salle d'audience. Le jury, 9 hommes et 3 femmes, était assis avec raideur, évitant le regard de Noah. Clark Ryerson prononça ses plaidoiries avec une venin affûtée, dépeignant Noah comme un criminel dangereux et expert en technologie. Un anarchiste numérique, quelqu'un qui avait délibérément ciblé des données gouvernementales sensibles. Elijah observa les visages des jurés pendant que Clark parlait. Certains hochèrent légèrement la tête, d'autres clignèrent lentement des yeux, leurs expressions se durcissant comme de l'argile. Le récit commençait à s'installer. Non pas un garçon essayant de comprendre un système défaillant, mais une menace qu'il fallait enfermer. Le temps qu'Elijah se lève pour parler, le poids de la salle pesait sur lui comme du béton. Il parle lentement, choisissant chaque mot comme si c'était le dernier. Il raconta au tribunal la vie de Noé, sa mère, son travail, les dossiers et la conversation qu'il avait surprise. Il admit que Noah avait eu accès à des informations qu'il n'aurait pas dû, mais demanda pourquoi personne ne demandait de quelles informations il s'agissait. Il regarda le juge Vale droit dans les yeux en posant cette question. Son regard ne faiblit pas. Mais Elijah le vit, l'espace d'une seconde, le serrement de sa mâchoire, le scintillement derrière ses yeux. Et puis il sut. On ne cachait pas seulement quelque chose, on l'enfouissait.
Alors que la journée se terminait et que l'audience était levée, Noah resta assis en silence pendant que les gardes l'escortaient jusqu'à la cellule de détention. Il avait les mains menottées, les yeux baissés. Elijah resta assis, les yeux fixés sur le banc du juge. Quelque part dans les murs de ce palais de justice, il en était sûr, se trouvaient des hommes dont les noms figuraient dans ses dossiers. Des hommes qui avaient bâti toute leur carrière sur l'exploitation. Des hommes qui tiraient maintenant les ficelles pour faire taire un garçon qui avait simplement été assez curieux pour poser la mauvaise question. Et il savait aussi que ce procès n'était qu'un début. Tandis que les débats judiciaires se déroulaient à leur rythme mécanique et prévisible, un courant plus sombre s'écoulait sous la surface de la ville. La salle d'audience elle-même était rigide. Le sénateur Malcolm Train, connu pour son ambition débordante et son charisme glacial, tapota son bureau d'un doigt manucuré, frustré. L'appel avec le maire Grant Wexler s'était mal passé. Wexler, toujours agité lorsqu'il était acculé, avait perdu son sang-froid habituel. Le juge Veil avait promis une résolution discrète, une condamnation rapide, des dossiers scellés, mais il y avait une complication. La clé USB avait disparu après l'arrestation de Noah. Confisquée par la police métropolitaine, elle avait été étiquetée comme preuve. Puis, sans cérémonie ni explication, elle avait disparu de la chaîne de possession. Personne ne pouvait confirmer si le garçon en avait encore une copie. Et s'il en avait une, aucune manipulation judiciaire, aucune pression politique n'empêcherait la vérité de se frayer un chemin jusqu'au grand jour. À des kilomètres de là, dans une chambre de motel sombre, ombragée par des stores de travers, Victor Cray se pencha en avant tandis que des images granuleuses de la salle d'audience clignotaient sur l'écran de télévision. La poussière flottait à travers un rayon de soleil qui coupait la pièce en deux. Cray n'avait pas porté de badge depuis 5 ans, pas depuis que son enquête sur les fonds d'urgence mal alloués de la ville s'était heurtée à un mur de silence, suivi d'une évaluation psychiatrique forcée et d'une retraite anticipée. Son esprit était plus vif que jamais, même si les cernes sous ses yeux et sa barbe grisonnante trahissaient une vie passée à hurler contre le vent. L'affaire ne l'avait jamais quitté. Ces mêmes postes budgétaires, sur lesquels Noah était tombé par hasard, avaient autrefois été l'obsession de Cray. Il se souvenait des postes budgétaires incohérents, des contrats d'urgence redirigés vers des entreprises fantômes, des dépenses de sécurité triplées, là où aucun incident n'avait été signalé, et des noms trop souvent répétés dans des notes de bas de page cachées. Cray avait fait ce que peu d'autres osaient. Il avait tout documenté. Il avait envoyé des rapports aux affaires internes, aux services fédéraux et même aux journalistes locaux. Personne n'avait répondu. Puis, du jour au lendemain, ses dossiers avaient été jugés irrecevables, son badge révoqué et sa voix réduite au silence. 2 semaines plus tôt, l'insomnie avait poussé Cray à parcourir les registres internes des forces de l'ordre grâce à un ancien accès détourné dont il avait oublié l'existence. L'entrée était là, horodatée quelques jours après l'arrestation de Noah, clé USB récupérée en attente de destruction. Un second coup d'œil révéla quelque chose d'étrange. L'entrée avait été supprimée le lendemain, remplacée par un vague espace réservé. L'instinct de Cray s'éveilla. Il fit une capture d'écran, l'imprima et l'envoya au seul homme encore proche de l'affaire et susceptible de l'écouter. Rodney Page, concierge de nuit, frère aîné de l'ancien associé de Cray et, plus important encore, oncle de Noah. Rodney avait conseillé au garçon de faire profil bas, de ne jamais fouiller dans les ordinateurs de la mairie. Mais le mal était fait. Rodney, toujours prudent, savait ce que signifiait cette impression. Cela signifiait qu'ils étaient surveillés. Le lendemain soir, des policiers en uniforme perquisitionnèrent son appartement. Sans mandat, sans explication, juste des meubles renversés et des menaces murmurées. Ils cherchaient quelque chose, et Rodney savait ce que c'était. C'est alors qu'il se cacha, emportant avec lui un téléphone jetable, la clé USB de secours du garçon et sa peur. De retour dans la salle d'audience, la tension vacillait comme la chaleur du trottoir.
Le juge Vail était assis plus haut que d'habitude, la posture rigide, le regard passant trop rapidement d'Elijah Sorel à son voisin. Elijah avait durci le ton lors de l'audience du matin. Il abordait chaque contre-interrogatoire comme si c'était le dernier, dépouillant les témoins de leurs prétentions avec une précision chirurgicale. Et chaque question semblait pointer non seulement les failles de la logique de l'accusation, mais aussi quelque chose de bien plus vaste, calculé et cruel. Il avait commencé à tisser un récit que même la galerie ne pouvait ignorer. Il évoquait des divergences dans les rapports budgétaires, des réponses vagues, sur des images de surveillance manquantes, des arrestations mal classées qui n'avaient rien à voir avec cette affaire, mais qui partageaient pourtant avec elle un ADN légal. Ryerson, le procureur adjoint, avait protesté à maintes reprises. Vail maintenait son argumentation à chaque fois, coupant court à l'élan avant qu'il ne prenne racine. Pourtant, Elijah ne se laissait pas décourager. Il croisa le regard de Noah et hocha la tête. Puis il se tourna vers le jury, non pas avec fougue, mais avec une gravité calme. Il souligna que Noah n'avait pas d'antécédents judiciaires, que son prétendu piratage avait été effectué avec des identifiants que quelqu'un avait omis de désactiver, et que le marteau du juge Vail frappa le bois avec une impatience croissante. Plus Elijah parlait, plus le procès soigneusement construit commençait à se défaire. Vail tentait de remettre le récit en place, mais quelque chose d'extraordinaire s'était déjà déchaîné dans la salle d'audience. Des murmures circulaient pendant la pause. Les journalistes griffonnaient des notes plus rapidement. Les téléphones vibraient de SMS provenant de numéros anonymes. Ce n'était plus une simple affaire de cybercriminalité juvénile. Et puis, juste après le déjeuner, l'audience reprit et tout changea. Noah se leva. Ses gestes étaient prudents, calculés. La salle d'audience ne s'était pas vidée pendant la pause. Au contraire, davantage de personnes avaient rempli la galerie. Les spectateurs se penchaient en avant. Ils portaient toujours les mêmes vêtements en lambeaux. Un jean ample aux genoux usés, une chemise délavée couleur béton et des chaussures dont les semelles commençaient à peler. Des murmures résonnèrent avant même qu'il n'ouvre la bouche. Le juge Vail plissa les yeux déjà agacé. Le garçon était censé rester assis, écouter et perdre. Pas jouer. La voix du juge claqua comme le tonnerre. Il demanda à Noah si le tribunal était un coin de rue, s'il s'attendait à être pris au sérieux, habillé comme s'il se rendait à la soupe populaire. L'insulte persista. Noah ne broncha pas. Sa voix, posée et posée, emplit la salle d'audience. Il ne s'était pas déguisé, dit-il, parce que son oncle s'était caché, parce que la veille de leur dernière audience, des policiers masqués avaient fait irruption dans leur appartement. Il cherchait à quelque chose. Il marqua une pause, fouilla dans sa poche et en sortit lentement un petit objet familier. Il ne brilla qu'une seconde. Mais ce fut suffisant. Une clé USB. La pièce sembla s'effondrer. Le juge Vail cligna des yeux. Son visage se vida de ses couleurs. Pour la première fois depuis le début du procès, il ressemblait moins à un bourreau qu'à un homme pris dans une tempête qu'il avait autrefois maîtrisée. Elijah, toujours aussi calme, s'avança. Il déclara qu'il présentait la clé USB comme preuve, ainsi qu'une copie imprimée d'un casier judiciaire scellé. Un casier judiciaire qui liait le juge lui-même à un entrepreneur douteux, autrefois sous le coup d'une enquête pour falsification de comptes publics municipaux. Des exclamations de surprise se répandirent. Des murmures s'élevèrent dans la salle. Un journaliste se leva, téléphone à la main. Le sténographe marqua une pause, et pendant un instant, le juge Vail resta silencieux. Il fixa le garçon qu'il avait tenté d'humilier et réalisa que la salle d'audience ne lui appartenait plus. La tempête avait enfin percé les murs. L'ombre qu'il avait enfouie des années auparavant était de retour, et elle avait un témoin. Troisième partie, le système s'effondrait. L'audience fut brusquement ajournée. Le silence qui suivit le dernier coup de marteau était pesant, tremblant sous la tension qui avait brisé les débats de la matinée. Bien que le juge Vail ait ordonné à la presse de quitter la salle, le mal était fait.
ce qui n'était autrefois qu'une répression silencieuse et calculée contre un adolescent sans défense, était devenu une détonation incontrôlée au cœur du pouvoir de la ville. Dehors, les quarts de reportage circulaient déjà. Les rumeurs se répandaient comme l'huile dans l'eau. Les greffiers chuchotaient aux assistants juridiques, qui chuchotaient aux avocats juniors, qui chuchotaient aux journalistes juste derrière les grilles du palais de justice. Peu importait désormais ce qui était scellé ou expurgé. Le système avait été percé et il saignait. Cet après-midi-là, des requêtes d'urgence furent déposées par le bureau du procureur dans une tentative frénétique de supprimer la clé USB. L'argument principal était qu'elle avait été obtenue illégalement, mais Elijah était plus que passionné. Il déposa une requête décrivant la chaîne de possession complète, citant la capture d'écran de Victor Cray, montrant l'entrée du casier à preuve, désormais supprimé, et le témoignage de Rodney Page concernant sa récupération. Ces requêtes, à elles seules, ne garantissaient pas la victoire, mais elles forcèrent le tribunal à fixer une audience consacrée aux preuves. C'était une audience que la ville ne pouvait cacher. Mais la pression se resserra sur ceux qui osaient résister. 2 nuits plus tard, Elijah rentra chez lui et trouva la porte de son appartement entr'ouverte. À l'intérieur, chaque tiroir et chaque armoire avaient été fouillés. Ses dossiers étaient intacts, mais des vêtements jonchaient le sol, la table de la cuisine fendue en deux, comme piétinée par la frustration. Rien n'avait été volé, rien, si ce n'est l'illusion qu'il était en sécurité. Un avertissement délibéré et brutal. Victor Cray a remarqué une berline noire qui le suivait sur 3 pâtés de maison après avoir quitté l'épicerie. Elle a disparu juste avant qu'il n'entre dans son garage, mais pas avant qu'il n'ait noté les 3 chiffres de la plaque d'immatriculation. Il n'a pas appelé. Il savait qu'il n'y aurait pas d'aide de ce genre. Rodney Page n'a pas eu beaucoup plus de chance. Repéré pour ce qu'on a appelé une infraction de changement de voix, il a été menotté sans explication et placé en cellule de détention provisoire pendant 9 heures avant d'être libéré sans inculpation. Lorsqu'il a demandé des papiers, l'agent à l'accueil a souri trop longtemps avant de hausser les épaules et de dire que rien n'avait été traité. Rodney n'avait pas besoin de ces papiers pour connaître la vérité. Pendant ce temps, les hauts gradés de la ville se sont mis à limiter les dégâts. Le sénateur Malcolm Train est apparu à la télévision publique dans les 48 heures, pointant du doigt les médias et proférant des attaques infondées contre les fonctionnaires. Il a affirmé que la clé USB faisait partie d'un complot plus vaste visant à saper les forces de l'ordre. Il a juré de rendre des comptes, mais n'a rien proposé. Le maire Wexler, bouche bée et visiblement tendu, a publié une déclaration préenregistrée réitérant son engagement en faveur de l'indépendance de la justice. Les mots étaient soigneusement choisis, détournant le sujet plutôt que de le nier. Il n'a mentionné ni Noah, ni Elijah, ni la clé USB. Mais chaque phrase était imprégnée de peur. Ce qu'aucun d'eux n'a réalisé, c'est que Noah avait déjà joué sa dernière carte. Le soir où il a conservé la clé USB au tribunal, avant même qu'elle ne soit enregistrée comme preuve, il en a copié le contenu et l'a envoyé sous forme cryptée à une 12aine de journalistes indépendants à travers le pays. Il n'a rien dit à Elijah. Il n'a même pas dit à Rodney. La vérité devait survivre au tribunal, même s'il ne l'a pas fait. Dans les jours qui ont suivi, les articles ont commencé à pleuvoir comme la pluie avant l'orage. Des titres de noms auxquels on faisait confiance. Des podcasts d'investigation ont commencé à citer des postes budgétaires découverts par Noah. Des analystes de données ont confirmé l'authenticité des fichiers. Les communautés de lanceurs d'alerte se sont enflammées de confirmations. Le flot de rumeurs s'est engouffré. Des flashbacks ont brossé un tableau plus général, brutal et indéniable. 2 semaines plus tôt, au cœur des archives administratives de la ville, les dossiers étaient voués à la destruction. Un conglomérat de prisons privées, Herndon Correctional Holdings, avait fait transiter des fonds par des sociétés écrans de construction liées à des projets municipaux. En échange, juges et procureurs
était incité à augmenter les condamnations de mineurs. Les données découvertes par Noah ont révélé le cercle vicieux: quotas d'arrestation, procès accélérés, affaires de mineurs scellées et pots de vin versés aux établissements sous couvert de subventions de développement. Le juge Vail figurait parmi les 3 principaux bénéficiaires. Le procureur adjoint Ryerson avait signé au moins 5 accords de plaidoyer scellés pour des mineurs transférés dans des établissements privés quelques jours après leur condamnation. 2 chefs adjoints de la police métropolitaine avaient reçu copie de notes internes célébrant l'augmentation des condamnations, des félicitations codées, des courriels de félicitations déguisés en indicateurs de performance. La corruption n'était pas isolée. Elle était institutionnelle. Le juge Vail, autrefois considéré comme inattaquable au tribunal, se retrouva alors visé par 2 enquêtes internes, l'une fédérale, l'autre étatique. Son cabinet devint un véritable bunker. Il s'exprimait rarement hors des ordres du tribunal, mais la retraite n'était pas sa seule arme. Il demanda la radiation d'Elijah Sorrell pour faute au tribunal et manipulation du jury. Il signa une ordonnance de non-publication contre Noah, l'empêchant de parler à la presse ou de témoigner sur la clé USB hors de la présence du tribunal. Il demanda le renvoi du procès devant une cour d'appel fédérale, invoquant la partialité des médias et des préjugés locaux. La requête était manifestement tactique, une tentative de temporisation et de regroupement, mais son acceptation resta en suspens. Au milieu de ce chaos, l'audience suivante arriva. La salle d'audience était un champ de bataille déguisé en formalité. Toutes les places étaient occupées. L'entrée fut refusée aux journalistes, mais les caméras attendaient à l'extérieur, fournissant des mises à jour en temps réel à un public de plus en plus impatient. Elijah se tenait à la table de la défense, les épaules carrées, le regard fixe. L'audience sur la requête déterminerait si la clé USB serait admise comme preuve. Mais elle était déjà devenue plus qu'un objet. C'était un symbole de vérité, de menace, de tout ce que elle. Le juge Vail présida avec une froideur plus glaciale qu'auparavant. Il rappela l'audience à l'ordre, la voix légèrement brisée, sous son sérieux habituel. Elijah saisit son moment. Il ne se précipita pas. Il n'éleva pas la voix. Il reconnut la loi, les règles de preuve. Mais ensuite, d'un ton lent et mesuré, il déclara que rien de tout cela n'avait d'importance si la vérité était bafouée. Il rappela au tribunal, et à tous ceux qui pourraient lire la transcription, que les personnes présentes n'étaient pas en colère à cause des oui-dire. Elles étaient en colère parce que leur fils avait été enlevé, leur fille réduite au silence, leur quartier ravagé par des politiques déguisés en justice. Il marqua une pause, puis porta le coup de grâce. Il déclara que si le système judiciaire exigeait le silence d'un adolescent de 16 ans pour préserver sa réputation, alors ce n'était pas un système qui méritait d'être préservé. Val le fixa du regard, les poings serrés sur le banc. Sa mâchoire se contracta, mais aucun mot ne sortit. Le silence n'était pas une absence, mais un effondrement. Et pour la première fois depuis des semaines, Noah s'autorisa à espérer. 2 semaines après que le témoignage de Noah eut brisé les murs du tribunal, la ville avait changé d'aspect. Le ciel matinal au-dessus du palais de justice était saturé d'hélicoptères de reportage. Des barricades avaient été érigées pendant la nuit pour contenir la foule. Les manifestants envahissaient chaque centimètre carré de trottoir, scandant des noms, ceux de Noah, d'Elijah, de Rodney, et brandissant des pancartes gravées sur lesquelles étaient gravées des revendications de vérité, de justice et de changement. Une file de journalistes se pressait derrière les pointes de contrôle de sécurité. Des câbles serpentaient comme des lianes à travers la foule, tandis que les présentateurs s'exprimaient solennellement devant les caméras, décrivant ce qu'ils appelaient le plus important jugement judiciaire de l'histoire moderne de la ville. À l'intérieur, la salle d'audience avait été vidée de son passé. De nouveaux visages s'alignaient sur le banc et la galerie. Le juge Vail avait disparu, discrètement destitué sous le couvert d'une enquête d'urgence ouverte par la commission de révision judiciaire. Les accusations n'avaient pas encore été portées, mais les documents divulgués étaient
plus éloquent que n'importe quel acte d'accusation. Déclaration financière falsifiée. Conflit d'intérêts non révélés. Propriétés immobilières douteuses par procuration, remontant jusqu'à Herndon Correctional Holdings. À sa place siégeait la juge Miriam Lanford, une juge intérimaire avisée de la Cour suprême de l'État, réputée pour son incorruptibilité et forte d'une solide expérience des procès pour corruption publique. Son premier acte fut décisif. Elle rouvrit le dossier et ordonna un réexamen complet de l'affaire. Noah fut amené dans la salle d'audience sans menottes, sans escorte de sécurité, sans chaîne. Juste un garçon en jean usé et sweatshirt délavé, avançant d'un pas lent et prudent. Mais il n'y avait aucun doute. Il avait désormais la tête haute. La juge Lanford examina le dossier de l'accusation et le trouva criblé d'incohérences. Les preuves avaient été triées sur le volet. Le contexte avait été délibérément omis. Les éléments de preuve directement en contradiction avec les accusations avaient été exclus sans justification. Elle déclara que le fondement même du procès était une erreur de procédure. Les charges contre Noah furent abandonnées le matin même. La décision fut rapide, mais son écho fut tonitruant. Un murmure parcourut la salle, se transformant en un courant d'incrédulité, puis en applaudissements avant que le marteau ne réduise au silence. Mais ce moment ne marqua pas la fin, c'était l'étincelle. Victor Cray prit ensuite la parole, non pas pour Noah, mais pour un nouveau procès, intenté par l'État contre lui-même. La salle d'audience portait désormais le poids d'une prise de conscience collective. Son témoignage était imprégné d'années de frustration, de culpabilité et d'intégrité enfouie. Il parle d'enquêtes scellées, mises de côté par ses supérieurs, de documents expurgés avant même qu'il ait pu les lire. Il décrivit le réseau d'influence de Herndon, son influence méthodique sur les recommandations de Penn, l'approbation des subventions et les soutiens politiques. Rodney Page suivit, son témoignage plus froid, plus clinique. Il évoqua les menaces anonymes, les unités de stockage saccagées, les dossiers perdus. Il a présenté des journaux numériques montrant des incohérences dans les heures d'accès, des anomalies de connexion et des suppressions inexpliquées dans les bases de données centrales. Il a tout remis, email, sauvegarde, et même des notes internes pour lesquelles il avait risqué sa carrière. Chaque révélation révélait une nouvelle facette de la situation. Ce qui avait autrefois semblé être une conspiration se transformait désormais en politique coordonnée. Hors des tribunaux, des recours collectifs commencèrent à prendre forme. D'anciens détenus mineurs, dont beaucoup sont aujourd'hui adultes, se manifestèrent. Leurs histoires se répandirent au grand jour. Des adolescents contraints de conclure des accords de plaidoyer sans avocat, détenus pour des infractions mineures, envoyés dans des établissements à but lucratif sans préavis parental, tous condamnés par des noms figurant désormais dans les dossiers d'indemnisation. Le champ d'action s'élargissait. Des auditeurs fédéraux s'attaquaient aux contrats municipaux. Des donateurs politiques étaient assignés à comparaître. Ces assignations se transformèrent en démissions, puis en arrestations. Au cœur du cyclone, Elijah déclina une offre raffinée de rejoindre le nouveau conseil de surveillance judiciaire. Il écouta le discours, un salaire plus élevé, une influence politique, une plateforme puissante, mais déclina sans hésitation. Il ne voulait pas de place à la table des négociations. Il voulait rester sur le terrain, défendre des garçons comme Noé, les discrets, les oubliés, les laisser pour compte. Car Elijah savait que le système ne changerait pas d'en haut. Il fallait le forcer d'en bas, le remodeler par une pression incessante, une affaire à la fois. Et Noah, il se tenait seul sur les marches du tribunal, clignant des yeux dans la lumière du jour comme si elle allait s'évaporer. Des caméras étaient braquées sur lui. Des journalistes crièrent son nom. Des mains se tendaient pour recueillir des déclarations. Mais il ne s'attarda pas. Il portait les mêmes vêtements que le jour de sa première inculpation. Rien en lui n'avait changé extérieurement. Mais sa façon de se déplacer maintenant, le calme de ses épaules, l'immobilité de son regard, c'était clair. Il n'était plus le même garçon. Il ne voulait pas d'interview. Il ne voulait pas qu'on le qualifie de courageux ou de brillant. Il ne voulait pas d'estrade ni de fondation à son nom.
Ce qu'il voulait, ce qu'il avait toujours voulu, c'était du changement. Il passa devant la statue de marbre de la justice, devant le tribunal, dont les écailles étaient noircies par des années de pluie et de smog. Un journaliste lui demanda, alors qu'il passait, s'il croyait que le système pourrait un jour être véritablement propre. Il leva les yeux vers la statue, non pas avec révérence, mais avec un regard scrutateur. Il répondit doucement, presque pour lui-même. Elle saignera d'abord, mais peut-être. Et puis, sans un mot de plus, Noah disparut dans la foule, englouti par des voix qui scandaient désormais non seulement pour lui, mais à cause de lui. Il n'était plus seulement un accusé, il était une étincelle.